Enregistrement. Voilà. Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez sur ce webinaire du 24 mai. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, en direct de la BU de l'Université du Havre. Et donc, où nous sommes simultanément, donc là, dans le même endroit, avec Christophe Jourdain. Vous ne la voyez pas, nous avons Janine Berthier derrière nous, mais qui a la chance de pouvoir grignoter pendant que nous travaillons. Donc, bien sûr, avec nous aujourd'hui, Yann Lecump, qu'on va laisser se présenter. Je vais passer la parole à Christophe, bien sûr, qui, comme traditionnellement, va lancer ce webinaire. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est bon, tout le monde m'entend? C'est bon? Écoutez, ravi de vous revoir, de vous réimaginer pour un deuxième webinaire en fait sur la data. Merci à Yann d'être présent aujourd'hui. Je sais que ça n'a pas été simple à caler, mais j'ai rencontré Yann Lecunf dans un JPN, mais beaucoup moins bien que le JPN à Rennes l'an dernier, on se présente, où en fait il m'a complètement bluffé sur la manière qu'il a d'utiliser aujourd'hui la data pour faire des choses en formation. Je me suis dit, bah, tiens, comme c'est un sujet du moment, on avait eu un premier webinaire qui était assez générique sur la data en entreprise, et puis Yann va nous en parler sur des aspects pédagogiques. Voilà. Et puis je profite, alors on est au Havre aujourd'hui parce qu'en fait on est en pleine préparation ce matin des JPN. Je vous rappelle que les JPN cette année se tiennent au Havre les 2 et 3 juillet et que les inscriptions sont ouvertes. Donc vous avez le droit d'y aller, vous avez le droit de tweeter, vous avez le droit d'en parler, etc., etc. Voilà, et sur ce je passe la parole à mes animateurs préférés. Alors, les animateurs préférés, ça doit être nous. Donc, bienvenue à Yann. Donc, Yann qui est enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 1 en biostatistique. Ça pour l'introduction générale, mais je vais le laisser se présenter bien mieux que je ne pourrais le faire sur effectivement aujourd'hui ce sur quoi il travaille et ce qui nous a amené à préparer ce sujet sur l'utilisation des data dans le cadre de la formation. Et vous allez voir, avec une approche de recherche, une approche scientifique que j'ai trouvée moi assez passionnante, assez innovante, qu'on n'a pas l'habitude d'aborder en formation. Merci. Donc bonjour à tous et merci de passer un peu de temps avec moi et avec nous sur ce midi-là. Donc première chose déjà, n'hésitez pas à m'interrompre à n'importe quel moment, c'est-à-dire qu'il y a une petite dizaine de slides, mais si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des choses que vous voulez partager, n'hésitez pas soit avec le micro, soit à l'écrit. Voilà, si c'est une discussion, ce sera d'autant plus agréable pour tout le monde, je pense. Comme le disait Jean-Luc, donc moi je suis enseignant-chercheur à Rennes 1 et je travaille et j'enseigne les biostatistiques, donc l'analyse de données dans le domaine de la biologie. Et, euh, et en parallèle de l'activité de recherche et d'enseignement, ça fait un moment que je réfléchis aussi sur comment est-ce que l'analyse de données qu'on utilise dans nos activités de recherche traditionnelles peut aussi être utile au service de la formation. Et donc, on a monté un projet dans ce sens-là, et c'est de ça que je propose de discuter un petit peu aujourd'hui. Euh, donc, du coup, pour vous parler un petit peu voilà, oui, le titre juste après, donc voilà, la data et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut en faire en formation. Donc, évidemment, on va pas être exhaustif, il y a beaucoup de choses à faire, mais l'idée c'est de vous partager un peu les quelques pistes qu'on est en train d'explorer à Rennes et de voir un peu ce qui marche pas encore et où est-ce qu'on va dans les prochaines années avec justement la data en université. Au niveau du volume, tout va bien, hein. Il n'y a pas de... Ça va? Oui, Ouais, oui, le on est micro très m'entend bien. bien? Ok, parfait. Parfait. Super. Alors du coup, un petit peu le contexte général de ce qu'on fait en formation et donc de ce projet sur la data, c'est qu'en fait on est parti d'un constat assez simple, qui est qu'aujourd'hui, tout ce qui est intelligence artificielle et données massives, c'est en train de changer beaucoup de métiers, si ce n'est tous les métiers, se réinventent au moins en partie par la data. Et ce qu'on voit venir, nous, dans les domaines de la biologie, mais pas que, c'est que entre des gens qui connaissent bien leur discipline, donc la biologie, et des gens qui connaissent bien leur discipline et qui savent faire un peu d'analyse de données, on voit déjà des opportunités d'emploi, de thèses, de stages qui sont déjà en train de diverger. Et celles et ceux qui ont la double compétence
s'en sortent beaucoup mieux. Et donc, partant de ce constat-là, pardon, on s'est dit, mais finalement, est-ce que être étudiant, c'est pas aussi quelque part un premier métier? Et est-ce qu'en donnant aux étudiants des clés pour comprendre leur environnement, leur parcours, leur université par la data, est-ce qu'on ne peut pas aussi les aider à s'y orienter, à s'y mouvoir et donc, in fine, à mieux construire leur parcours? Donc du coup, on a un parallèle, enfin, qui nous intéresse pas mal, ou en tout cas un réseau d'interaction, on en parlera un peu plus tard, entre ces analyses de données qu'on utilise dans la recherche, qu'on enseigne aux étudiants et qu'on utilise aussi pour les aider à les informer sur leur parcours professionnel, enfin sur leur parcours universitaire et puis professionnel, comme on en parlera un petit peu après. Donc voilà, juste pour le contexte un peu général, la data change beaucoup de métiers et finalement, il n'y a pas de raison que l'université échappe à cette transition-là. Et la question, c'est comment est-ce qu'on prépare cette transition, comment est-ce qu'on l'accompagne et comment est-ce qu'on associe les étudiants à tout ça. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes. Maintenant, très pratiquement, ce projet-là, donc ça a été un projet qu'on a appelé Mon Campus Apprenant, mais qu'on a déposé dans le cadre d'une AMI, appel à manifestation d'intérêt, sur la transformation pédagogique et numérique l'an dernier. Dans ce projet-là, on a trois grandes phases, trois grands pôles, disons, d'activité, et je vais essayer de les détailler un petit peu pour vous raconter exactement ce qu'on est en train de construire. Donc il y a toute une phase, toute une partie où on réfléchit sur les données universitaires, qu'est-ce qu'on a à disposition, comment on les structure, comment on peut les utiliser. Une partie d'analyse, évidemment, une fois qu'on a ces données-là à disposition, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme information. Et la dernière phase de dissémination, de transmission, disons, c'est une fois qu'on a les données et l'analyse, comment est-ce qu'on s'en sert pour vraiment avoir un levier de transformation sur l'université et comment on s'assure que tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a trouvé, puisse avoir vraiment un retour sur le terrain. Et c'est en ça aussi que ce projet, donc Mon Campus Apprenant, ou MOCA pour aller un petit peu plus vite, n'est pas forcément un projet de recherche à proprement parler, parce qu'on a vraiment cet aspect, dès qu'on mesure des choses sur le terrain, on les réinjecte dans le dispositif pour essayer d'avoir une transformation continue un peu des pratiques d'enseignement et des pratiques que les étudiants ont dans leur apprentissage. Donc on n'est pas juste en observation, on est vraiment en changement continu. Voilà. Donc, quelques mots sur chacun de ces trois grands objets-là pour vous dire ce qu'on est en train de mettre en place. Donc d'abord sur les données, on s'est concentré sur les données qui sont les plus accessibles parce qu'en fait, effectivement, le cadre de cette AMI-là, c'est un projet de 2 ans. Et en 2 ans, on doit avoir construit le projet, le mettre en place et l'avoir évalué. Donc c'est très très court et donc du coup, c'est un peu une preuve de concept, disons, avant de réfléchir à un passage à l'échelle dans les années suivantes. Donc on s'est concentré sur des données qui sont en fait accessibles dans toutes les universités, hein, à savoir qu'on a pris nos étudiants et on s'est concentré sur une UFR pour l'instant, mais on parlera du passage à l'échelle plus tard, normalement ça devrait bien se passer. Et on s'est rendu compte qu'en théorie, on dispose de toutes leurs notes de leur première année chez nous jusqu'à leur dernière année chez nous, et avec tous les détails par semestre, par matière, sur toute leur scolarité. On dispose aussi du choix de tous leurs cours, puisqu'on a, j'imagine que c'est pareil dans vos universités ou les environnements que vous côtoyez, d'apprentissage ou d'enseignement que vous côtoyez. Il y a des cours obligatoires et il y a des spécialisations progressives. Les étudiants ont des choix actifs à faire dans la construction de leur parcours. Et donc, du coup, on dispose aussi de cette information-là de quels étudiants ont choisi quel type de composition de parcours. Enfin, et c'est une variable qui intéresse beaucoup de monde aujourd'hui, on dispose aussi de leur insertion professionnelle. Alors, on a des études qui sont faites par les responsables de formation un peu officieusement, qui sont en général assez à court terme, à quelque part comme 3 à 6 mois après diplôme. Et on a aussi les études et les enquêtes officielles par les observatoires de l'université, les observatoires de l'insertion, qui, ces études-là, elles, sont des études à 30 mois après le diplôme. Et enfin, on a aussi, et ça on est en train de le mettre en place, parce que ça n'existait pas avant, en tout cas chez nous, de mettre en place un questionnaire pour avoir un peu une idée de quelle est la perception que les étudiants ont de leur cursus et de leur avenir. Et pour caricaturer un petit peu, hein, ce serait des questions autour de est-ce que les étudiants sont contents de leur cursus jusqu'à maintenant? Est-ce que ça correspond à ce qu'ils avaient envisagé avant de venir? Et est-ce qu'ils sont confiants par rapport à leur avenir, à leur insertion, voilà, par rapport à le post-diplôme? Donc vraiment leur ressenti qualitatif. Et alors ça, les quelques premiers points sont les choses qu'on s'est engagé à faire et à analyser.
vais en parler un petit peu après de l'analyse. Et on s'est rendu compte qu'on disposait aussi d'informations plus générales qui étaient relativement accessibles, des choses comme le genre des étudiants par exemple, ou d'autres informations de type administratif. Et donc voilà un petit peu toutes les données qu'on a assez facilement, entre guillemets, dans nos universités, dans l'université à Rennes 1 en tout cas. Le gros travail étant, et j'imagine que c'est pareil peut-être ailleurs, c'est que ces données sont morcelées. C'est-à-dire que rien que les notes des étudiants, par exemple, c'est pas forcément les mêmes scolarités ou les mêmes personnes dans les scolarités qui s'occupent de la licence et du master, que les procès-verbaux de notes sont morcelés en semestre, en demi-semestre, selon les diplômes. Donc on a beaucoup de fichiers, disons, morcelés encore une fois sur les notes. Les choix de cours ne sont pas forcément non plus sous un format homogène. Et l'insertion, c'est fait par donc, des services encore différents des scolarités. Et donc du coup, on a encore un format différent de type de données et le questionnaire va encore passer sur un autre mode de collection de données. Donc on a encore une troisième façon de relever les données. Donc il y a un, c'est ça, tout va bien? Alors, c'est moi qui lève la main, du coup. Ouais, bien sûr. Ah, pardon, je vous Euh, écoute. Non, non, voilà, donc tu as Ouais. dû avoir un petit bip dans ton Et oreille. je vois, exactement. Et je Euh, vois la petite main levée. Parfait. voilà. Mhm. Juste, en fait, je me posais la question, Bien sûr. effectivement, tu viens d'évoquer la difficulté de Mhm. collecter les Ouais, données. Est-ce que ça a pu poser aussi des questions quelque part un peu de confidentialité, alors bien soit sûr. de certaines UFR qui peut-être voulaient Mhm. pas communiquer Mhm. pour des Ah, raisons tout à fait. Qui enfin, les regarde. quelquefois surprenantes, mais Ouais. ou même des raisons légales qui feraient que l'université ne Mhm. puisse pas donner toutes les datas en accès pour que vous puissiez travailler dessus. Donc Est-ce qu'il y a eu c'est des une très bonne problèmes de ce question. type-là? Et oui, alors oui, alors du côté de l'université ou des UFR, ça pas tant que ça. Par contre, ce qu'on anticipe et ce qui est absolument normal, c'est qu'on a mis en place tout un dispositif pour garantir la confidentialité du point de vue des étudiants. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs choses. Ces données-là, en fait, elles existent déjà. Elles sont déjà, l'université a le droit de les récolter, voire même a pour mission de les récolter quand on parle d'insertion professionnelle. Donc de ce côté-là, les données existent. Ce qui est nouveau, c'est que, et je vais en parler juste après, c'est que nous, on va essayer de les croiser. Et ce qui est nouveau également, c'est ce questionnaire qualitatif pour les étudiants. On va récolter des données sur eux aussi également, qui sont pour l'instant pas dans les bases de données. Et donc pour tout ça, on s'est mis en contact évidemment avec le responsable cible de l'université, donc des droits et des libertés évidemment. Et tout ce qu'on fait, on le fait passer par son jugement éclairé pour être sûr qu'on fait tout dans les règles. Et pour vous donner aussi dans les sources d'inspiration pour essayer de faire ça proprement, en fait, on s'inspire de la façon dont fonctionnent les études cliniques. C'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes problèmes de confidentialité quand on parle de données biologiques, de données de patients. Et donc, du coup, on s'inspire du même type de procédure, c'est-à-dire qu'on a évidemment un identifiant unique pour les étudiants, qui est typiquement leur numéro d'étudiant pour croiser les données. Mais en fait, la première chose qu'on a, en fait, le premier script qu'on a écrit, c'est un script qui fait de l'anonymisation. Donc, quand quelqu'un nous envoie un fichier, ce script-là tourne automatiquement, et nous, ce qu'on récupère derrière, c'est un fichier de données anonymisé où la clé pour identifier chaque étudiant n'est plus ni son numéro ni son nom, mais un numéro d'anonymat. Et le fichier qui fait le lien entre l'identité de l'étudiant et son numéro d'anonymat, ce fichier-là n'est accessible que par une seule personne, crypté, enfin bref, on a essayé de mettre tout ce qu'il fallait en place pour que de ce côté-là, on n'ait pas de soucis. Et du côté, par contre, par rapport à la question que tu posais, du côté institutionnel, en fait, c'est au contraire très ouvert et très bien vu. C'est-à-dire que l'UFR avec laquelle on travaille et la direction de l'université sont tout à fait intéressés par cette approche-là. Donc, quelque part, les questions qu'on se pose, c'est plus du côté protection des étudiants et de leurs données, plus que du côté est-ce qu'on nous donnera l'accès. Voilà. Ok, Ça répond à ta merci. question? Je t'en prie. Oui, oui, Encore une parfaitement, fois, merci. s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas encore une fois à lever On, la on main. surveille le chat. Maintenant que je sais ce qu'est le petit bruit, je m'étonnerai plus. Et on en reparlera un petit peu à la fin, mais je pense que comme ce genre de projet-là, en fait, est amené à prendre beaucoup d'ampleur, que ce soit à Rennes 1 et à mon avis dans d'autres endroits, je pense qu'on a vraiment aussi la nécessité de faire ça proprement, de mettre en place tous les garde-fous et toutes les sécurités possibles sur ces données-là, parce que pour s'assurer que le projet ne soit pas mal exploité de toute façon par la suite. Parce que vous allez voir que ce qu'on peut faire avec les données, ce qu'on peut leur faire dire et ce qu'on ne peut pas leur faire dire est aussi un point très important.
Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, je passe au point suivant, qui est qu'une fois qu'on a toutes ces données-là Alors, et qu'on a réussi à les on croiser, peut pardon, ouais, peut-être bien sûr. On peut peut-être répondre à une question de Sylvain qui est directement en Ouais. lien avec la réponse que tu viens de donner Mhm, à ma propre question, mhm, qui dit effectivement c'est anonymisé, mais dans le cadre de la RGPD, si l'étudiant souhaite retirer ces mhm. informations, est-ce que du coup ça a un impact sur les données que vous avez collectées? Alors, bien entendu, si un étudiant ne souhaite pas faire partie de l'étude, il y a absolument aucun souci pour retirer son données du jeu de données. En termes de volume d'étudiants, sur ce petit projet pilote de 2 ans, on est sur une UFR et on regarde les 5 dernières années. Donc les 5 dernières promotions qui sortent de Master 2, disons. Et donc on est sur un panel de plusieurs milliers d'étudiants, disons à quelques centaines à quelques milliers. Ouais, on doit être à 2000 et quelques étudiants pour l'instant. Alors, ce qui est délicat, c'est que pour les prochains étudiants qui seront dans les cohortes, ce serait très facile, puisqu'il suffit de leur donner un consentement. Alors, il y a aussi un truc délicat, et ça c'est notre responsable de CIL qui réfléchit à ça, comment le faire aussi bien, c'est est-ce qu'il faut un consentement ou est-ce qu'une information suffit? Et ça dépend du projet, ça dépend de ce qu'on fait avec les données, et ça dépend de si ce qu'on fait avec les données-là est encore dans le cadre global de ce pourquoi elles sont récoltées ou est-ce que c'est nouveau. Donc là, il y a aussi un petit flou juridique qu'il faut bien élucider. Et la question, donc ça c'est pour les étudiants suivants, soit consentement, soit information, enfin au moins information évidemment, si ce n'est consentement. C'est pour les étudiants passés où c'est un peu plus compliqué, et où là aussi on a besoin de réfléchir et de bien regarder est-ce qu'on a le droit de les employer comme ça. Et dans tous les cas, de toute façon, je pense que les étudiants en tout cas, ceux qu'on a rencontrés et ceux avec qui on a discuté sont très intéressés par ce genre d'études-là, parce que c'est les premiers concernés, et si on peut leur donner de l'information, ils sont très intéressés. Et si les étudiants ne souhaitent évidemment pas être dans cette étude-là, à mon avis, on devrait être sur un pourcentage assez faible, et donc du coup, je pense que l'étude globalement ne devrait pas pâtir de ces étudiants qui ne souhaitent pas, pour leurs raisons, de faire partie de l'étude. Ok? Ok, merci bien. Je t'en prie. Donc, du coup, ces données-là, une fois qu'on les a et qu'on les a mises ensemble, ce qui n'est pas non plus une mince affaire, anonymiser et tout le processus, évidemment, on veut les analyser. Et c'est là où on refait le croisement entre recherche, enseignement et cette application-là. C'est qu'on va utiliser des méthodes de machine learning. Donc, on a toute une liste qu'on peut employer. Parmi les spécificités du projet, c'est qui fait les analyses, et après je vais dire 2 mots de quel genre d'analyse on peut faire. Mais sur les gens qui font les analyses, alors ce qui n'est pas très surprenant, c'est qu'on a un ingénieur de projet qui a été recruté et qui participe à l'analyse de données. Évidemment, l'équipe de coordination dont je fais partie, avec des collègues qui enseignent les statistiques également. Voilà. Là, c'est pas trop de surprise, c'est ce qui se fait dans beaucoup de projets. Ce qui était important pour nous, c'est qu'ensuite cette analyse-là soit présente dans les cours de statistique. Et donc, ce que ça veut dire très concrètement, ça veut dire que dans nos cours de statistique qu'on a monté de la L1 au M2, on a une progression sur 5 ans de ce qu'on fait en statistique avec nos étudiants. Et ce qu'on a fait déjà depuis plusieurs années, et là on va prendre une nouvelle dimension, c'est qu'on découple la complexité de la méthode mathématique de la complexité de l'application à la matière, donc la biologie en l'occurrence. Donc très pratiquement, ça veut dire qu'en cours magistraux, quand on veut introduire une nouvelle méthode d'analyse, on l'utilise sur des données qui sont des données de la vie de tous les jours, que les étudiants connaissent bien. Et après, en travaux pratiques, cette fois-ci, on couple la méthode statistique avec l'analyse spécifiquement dédiée à la matière. Et donc, du coup, cette architecture-là, pardon, nous donne un cadre très intéressant pour que dans les cours magistraux, nous puissions intégrer des méthodes, des pratiques et des exemples qui sont directement issus des données qui concernent les étudiants. Et donc, faire participer directement les promotions, alors à la découverte de la méthode statistique, mais en plus, dans une certaine mesure, à sa manipulation. Et je pense que ce faisant, on a un nouveau canal aussi de transmission de l'information, et on parlera un petit peu de tout ça dans l'aspect dissémination, mais c'est qu'on n'est pas simplement en observation, comme je le disais tout à l'heure, on est en retour, en boucle de rétroaction, en feedback direct avec les étudiants, où dès qu'on a une piste, quelque chose qui est en train de sortir des données, en fonction de l'année et en fonction de la méthode employée, on l'enseigne aux étudiants, on les fait pratiquer dessus pour qu'ils puissent vraiment en comprendre aussi les tenants et les aboutissants.
Enfin, un point qui est intéressant et sur lequel aussi on reviendra un petit peu plus tard, c'est que ce projet-là, MOCA, en fait, s'inclut dans quelque chose de plus global. Je vous ai déjà un petit peu raconté dans l'enseignement de l'UFR comment ça s'inclut, mais ça s'inclut aussi dans des politiques et des projets d'établissement. Donc, c'est pas simplement un petit caillou lancé dans l'eau quelque part, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment connecté au reste, et je pense que c'est très important pour le succès de ce projet-là. Donc maintenant, en termes d'analyse, très pratiquement, ce qui est très facile à obtenir et qu'on a déjà obtenu sur au moins une promo, on essaie de croiser maintenant avec d'autres promotions pour voir d'étudiants pour voir si ça tient encore comme conclusion, mais c'est de regarder comment les résultats d'une année impactent les résultats des années suivantes. Donc c'est une question toute bête, hein, je pense qu'on a tous un peu notre intuition sur le fait que un étudiant qui se débrouille bien une année, en général, ça se passe pas trop mal l'année d'après. Mais qu'est-ce qui se passe pour l'année d'après, et l'année d'après, et l'année d'après? Quelle est la mémoire un peu des résultats d'une année sur les années suivantes? Donc ça, on commence à l'explorer et à un peu comprendre ce qui se passe. On sent bien derrière que le message va être multiple pour les étudiants. C'est-à-dire que typiquement, voilà, on va regarder est-ce que les résultats de L1 sont corrélés avec les résultats de L2. Donc au moment où on fait le cours statistique sur la corrélation, on prend ça comme exemple. Et aux licences 1 qui n'ont pas forcément encore eu le cours de statistique, si on leur donne le message que leurs résultats de première année sont prédictifs au moins de 1 an ou 2, bah, on espère qu'en mettant les formes qui vont bien, ça peut créer des déclics chez certains jeunes qui se disaient que la première année ça va et puis on verra plus tard pour ça de travailler. Donc du coup, encore une fois, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner un nouvel éclairage, qui est l'éclairage par la donnée, pour que les étudiants puissent comprendre leur environnement. Évidemment, le fait qu'il faut travailler dès la première année, tous les enseignants, tout le monde, tout le monde leur dit. Et la question, c'est, enfin, ce qu'on se dit, c'est qu'en ajoutant un canal supplémentaire et en les associant d'une certaine façon à cette construction et à ce relevé de données, on met encore un levier plus important sur leur perception de ces résultats-là, et donc leur intégration, et donc du changement de leur comportement. Ça, c'est juste un petit exemple. Ce qu'on a envie d'avoir à un peu plus long terme, c'est d'avoir des profils typiques d'étudiants en termes de construction de parcours, avec tous ces choix optionnels. Je vais peut-être remettre les données juste sous les yeux, comme ça on peut avoir ça sous la main. Et de voir est-ce que, par exemple, l'insertion professionnelle, dans certains secteurs, est facilitée par tel ou tel parcours. D'accord? C'est une question toute bête, hein, mais si on veut faire un doctorat en cancérologie, par exemple, est-ce qu'il vaut mieux prendre ce type de parcours ou ce type de parcours? On ne décidera jamais à la place de l'étudiant, bien évidemment. Par contre, on donnera à ces étudiants plus d'informations que peut-être ce qu'ils en avaient avant ou ce qu'ils pouvaient échanger avec leurs enseignants ou leurs promotions précédentes. Si on continue un peu d'autres exemples pour donner un peu le genre de questions qu'on peut se poser, on a aussi des collègues qui sont responsables de formation et qui sélectionnent des étudiants en master en se demandant est-ce que le projet de l'étudiant correspond au projet du master. Bah, on a beaucoup d'a priori un peu intuitifs sur comment décider qu'un étudiant ou comment sentir qu'un étudiant va s'épanouir dans le master. Bah, là, maintenant, on peut aussi avoir des données un peu plus quantitatives sur quels sont les critères importants, les critères un peu moins importants. Et à mon avis, ce qu'on est en train de regarder, de découvrir, c'est qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui sont en fait pas forcément tout à fait valides. Et si on parle de l'importance des notes, par exemple, dans l'insertion professionnelle, il y a quelques surprises qui ont l'air de se dégager. Alors je reste pour l'instant très générique sur le résultat obtenu, parce qu'en fait, en termes de calendrier, on a recruté notre ingénieur projet courant du mois de janvier. Et donc là, ça fait quelques mois qu'on construit les bases de données. Et enfin, on vient tout juste d'avoir une promotion entière il y a quelques semaines. Et là, on est en train de passer à l'échelle sur 5 promotions. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore forcément de résultats complètement consolidés, plus des pistes pour l'instant. Et donc j'espère qu'on pourra vous en dire plus très bientôt. Pareil, peut-être un dernier exemple pour donner un petit peu d'idée de ce qu'on peut regarder. Quelque chose qu'on n'avait pas forcément en tête, mais qui est vraiment sorti des données, qu'on comprend a posteriori, hein, mais qu'on n'avait pas forcément anticipé très précisément comme mécanisme, c'est le biais de genre quand on fait postuler pour une thèse. Et on s'aperçoit que dans plusieurs promotions qu'on a regardées, les filles ont moins tendance à postuler pour une thèse que les garçons. Et donc, on est en train de réfléchir et de regarder ça plus en détail pour voir si c'est une tendance de fond et si oui, quels en sont les leviers. Est-ce que c'est une question d'auto-inhibition? Est-ce que c'est une question de choix? Enfin voilà. Donc, on est en train typiquement de mettre le doigt sur
quelques mécanismes qui méritent évidemment toute notre attention si évidemment ils se confirment et si on s'aperçoit qu'il y a vraiment un problème dans ces choses-là. Je regarde un petit peu vos messages en même temps. Oui, donc par rapport à l'insertion professionnelle, c'est évidemment très intéressant de dire que le parcours et les notes sont en fait un. Alors, il y a deux choses. Ce que dit Sylvain, si j'ai bien compris, c'est qu'effectivement l'insertion professionnelle, c'est quelque chose de très compliqué puisque ça dépend du marché, du nombre d'emplois qui est disponible, de la dynamique, de l'offre et de la demande, et ça dépend aussi de l'étudiant. Et sur ces deux aspects-là, alors nous on met plutôt le focus sur l'étudiant, hein, mais même sur l'étudiant, quand on regarde juste les notes d'un étudiant, son choix de parcours, et même si on a un peu de données qualitatives sur lui ou sur elle, on sent bien que c'est très parcellaire comme données. On sent bien que l'insertion dépend certainement de mécanismes beaucoup plus complexes que juste ces choses-là. À cette remarque-là, on peut répondre deux petites choses. La première, c'est que sur des données parcellaires, on s'est déjà rendu compte, sur des petites données des petits tests préliminaires, que rien que le choix des cours était déjà, en tout cas, corrélé à certains types d'insertion professionnelle, avec des parcours qui sont beaucoup plus fondamentaux et d'autres beaucoup plus, disons, pratiques, ou avec une insertion beaucoup plus directe. Et là, on a vraiment des choses quantitatives qui qui le, qui le démontrent. Et la deuxième chose, c'est que en tout cas, à mon sens, j'ai autant envie de trouver des résultats positifs que négatifs. C'est-à-dire que si on trouve parmi ces choses-là des leviers qui prédisent l'insertion, très bien. Si on montre que par exemple les notes des étudiants sont très peu prédictives, très bien aussi. Parce que c'est aussi une façon de relancer une question, pour moi, une réflexion beaucoup plus générique sur le rôle de l'université, sur le rôle des évaluations à l'université, sur la formation plus généralement, sur les objectifs. Donc quelque part, qu'on trouve des choses qui portent ou qu'on déconstruise des idées reçues, dans tous les cas, et ça s'est déjà vu en conseil du FR quand j'ai pu présenter ce projet-là, ça crée des discussions de fond qui, à mon avis, sont essentielles à avoir au sein d'une université. Et une des premières remarques qu'on a également, c'est, disons, donc les notes des étudiants, le choix des cours, ça ne suffit pas à définir ce que c'est qu'un étudiant, ou à définir sa personnalité, ou qui c'est, ou qui la personne est. Et je suis absolument d'accord avec ça. Et j'espère que ce projet-là servira aussi à réouvrir ce genre de questionnement-là. Et à mon avis, on se rendra compte que, par exemple, l'engagement associatif ou beaucoup d'autres aspects de la vie étudiante sont peut-être tout aussi, voire peut-être plus importants que certaines notes ou certains choix de cours pour notamment l'insertion professionnelle, que je prends aussi comme exemple un peu de sortie de l'université ou comme type de succès de sortie de l'université. Mais là aussi, je pense qu'il faut relancer un débat, ou en tout cas avoir une réflexion assez poussée sur quel est l'objectif d'un système universitaire. Est-ce que c'est l'insertion professionnelle? Certainement en partie. Est-ce que c'est uniquement ça? Je pense qu'il y a aussi une discussion plus générale à avoir. Alors, ce n'est pas forcément le but d'aujourd'hui, mais si vous avez des réflexions par rapport à ça, moi je suis tout à fait preneur pour nourrir justement ce questionnement-là. Donc aujourd'hui, un projet très modeste, très peu de données, une sortie très simple qui est l'insertion. On trouve déjà des choses, il y aura des limitations, et je pense que ces limitations vont aussi amener à faire avancer la réflexion au sein de l'université. En tout cas, c'est ce que j'espère. Très bien. Ok. Je laisse 30 secondes au chat ou ouais. Parfait. Oui, on a Ouais. une remarque de Stéphane, effectivement, là que Ouais. tu vois s'afficher sur Mhm. intéressant d'avoir des données de retour des encadrants sur les Ouais, primo-insérés. effectivement. Ouais, c'est une bonne remarque, c'est vrai. On n'a pas. Alors, ça. Donc, ce qui est compliqué, c'est que sur les données à 30 mois, faites par les organismes qui dépendent pas de nous, hein, qui dépendent par nous, bah non, c'est fait uniquement au niveau de l'étudiant. Et je suis à peu près sûr qu'il n'y a pas de questionnaire envoyé à leur encadrant ou responsable et donc on n'a pas forcément cette information-là à long terme, même si je pense qu'effectivement elle est hyper pertinente. Et cette question-là, on se l'est posée aussi sur la prise en compte des stages. Parce que par contre, pour les stages, on a un retour un peu plus formalisé, avec une petite grille d'évaluation un peu standard des encadrants, que ce soit en Master 1 ou en Master 2, où ben voilà, les encadrants vont cocher est-ce que l'étudiant a été sérieux, assidu, force de proposition, etc. Et ça, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à l'insérer, à l'utiliser en routine, parce que tous ces questionnaires-là, il y en a beaucoup
sur format papier ou pas standardisé d'une promotion à l'autre. Et même, alors c'est tout bête, hein, mais en fait, c'est assez difficile de structurer les informations qui concernent un stage. C'est-à-dire que pour le même institut de recherche, on peut avoir son acronyme, son nom entier, son adresse, le CNRS au lieu de l'adresse locale. Enfin voilà, il y a plein de façons, rien que où se passe le stage, de le coder dans les différents documents. Donc ce sur quoi on est aussi en train de travailler pour réussir à s'approcher un peu de ces questions-là, c'est de standardiser aussi ces informations sur le stage et d'inclure, si possible effectivement, l'avis des encadrants. Alors sur les primo-insérés, donc sur les gens, en tout cas juste après leur diplôme, sur le plus long terme, c'est aussi une bonne question. Pour l'instant, il n'y a rien qui existe, mais on peut faire ça avec le SOA, avec le service, l'Observatoire effectivement de l'insertion. Ok. D'autres questions, remarques? Tout va bien? J'ai sur 30 secondes de pause Complètement dans. si certains. Ouais. Oui, non, mais complètement là dans la lignée de ce que tu Mhm. viens de dire. Est-ce que, parce que tu parles du service Mhm. effectivement interne à l'université, Ouais, est-ce tout à que fait. vous avez des contacts ou envisagez des liens avec les services de Mhm. l'emploi Ouais. ou avec les services des régions qui Mhm. s'intéressent à l'insertion, à Mhm. l'emploi, à l'orientation? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vos travaux les intéressent également? Alors, on n'a jamais pris, on n'a pas encore pris activement contact avec, par exemple, Pôle emploi ou des organismes d'insertion plus génériques. Après, nous, nos travaux, ils ont vraiment vocation à être enfin, distribués, disséminés, donc on n'a pas d'enjeu de brevet, ou on va pas monter de start-up d'insertion là-dessus, hein. On est vraiment hyper ouvert dès qu'on a des résultats là-dessus. Et si une ouverture est en train de se faire, c'est plutôt avant. C'est-à-dire qu'on a par contre assez spontanément des collègues du secondaire qui sont venus nous voir et qui nous disent que ça les intéresse parce que eux, ils voient leurs étudiants qui partent du lycée avec la réforme Parcoursup qui vous a certainement pas échappé. Il y a un rôle aussi tout à fait, alors pas nouveau, mais en tout cas formalisé des avis des collègues du secondaire sur le futur des étudiants et sur leur adéquation avec leurs vœux formulés. Et il se trouve que les enseignants du secondaire n'ont pas forcément de retour a posteriori sur est-ce que leur conseil à l'étudiant était un bon conseil ou pas. En tout cas, est-ce que ça a marché comme ils l'avaient en tête. Et donc, du coup, avec une approche un peu plus formalisée, une description un peu plus claire du parcours des étudiants, on peut très bien imaginer descendre d'un cran et inclure des informations du secondaire pour essayer de dire, bah voilà, pour ce type de profil d'étudiant dans ce type de formation, la transition de la terminale à la licence 1, en moyenne, c'est compliqué. Ou alors, en moyenne, ça se passe très bien. En tout cas, voilà, avoir des petits warnings. Et évidemment, la complémentaire, c'est d'étendre sur le après. Et sur, pour les étudiants dont l'insertion s'est pas faite comme ils l'entendaient, est-ce qu'on peut essayer de discuter plus finement des compétences qui manquaient? Et pour l'instant, on n'y a pas encore pensé. Alors, il y a une main qui se lève et il y a des choses qui s'écrivent. Alors, Ouais, du coup, ouais. par rapport à cette extension sur l'amont, Hmm. il y a en Ouais. plus des données qui existent déjà, puisque aujourd'hui, enfin, que ça soit dans l'ancien Mhm. système APB ou Mhm. dans Parcoursup Ouais, maintenant, on va dire le futur étudiant rentre tout un ensemble de données, notamment exactement. ses notes sur les Mhm. derniers trimestres ou les choses Tout comme à ça. fait. Donc aujourd'hui, c'est des données, on est bien d'accord que vous n'exploitez pas, auxquelles vous n'avez pas Non, accès, mais non, on pourrait envisager qu'il y ait un lien qui se fasse. C'est ça l'idée. exactement. Et tout à fait. Et par exemple, on a été invité en janvier dernier à un séminaire organisé conjointement avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur sur l'orientation, où justement on présentait. Alors, ce projet-là, donc très concrètement, c'est un projet qui est uniquement universitaire. Mais si on avait été invité là-bas et les discussions qui ont eu lieu, c'est exactement pour ce que tu disais, hein, de réfléchir à comment est-ce que cette approche-là peut s'étendre à avant et à faciliter l'orientation des étudiants. Par rapport aux quelques questions qui traînent dans le chat aussi, sur les autres expérimentations en termes de data, une qui est assez connue, c'est une qui a lieu au Canada, alors je crois que c'est l'université de Laval si je me souviens bien, où eux, ils s'intéressent à la détection des décrocheurs. Donc ils veulent savoir très vite, dès les premières années, dès les premiers semestres, est-ce qu'on peut avoir des traces numériques des étudiants. Alors peut-être l'UQAM, faudra que je regarde le nom, l'université, je crois que c'est plutôt Laval, mais faut que je regarde. Euh, et eux, ils essayent de détecter de façon très précoce si un étudiant va décrocher ou pas, et évidemment, tout un dispositif en place pour essayer d'éviter que l'étudiant en question décroche.
Sur des choses globales par rapport à l'insertion professionnelle, en France en tout cas, j'ai pas forcément vu de choses comme ça. Sur les... Après, sinon, il y a beaucoup de travaux de recherche sur évidemment le numérique en éducation, mais avec une approche vraiment terrain très pratique derrière. J'ai pas forcément beaucoup d'autres exemples, hormis au Canada où il se passe déjà beaucoup de choses. Pour les informations générales, pour l'instant, ce qu'on a en tête, c'est donc il y a des informations de la part du service d'observation de l'Observatoire justement d'insertion qui pose des questions aussi de type état civil aux étudiants et est-ce qu'ils sont alors origine sociale, je crois qu'ils ont de mémoire hein, sur le tableau qui est assez massif. Il y a des choses sur le métier des parents. On a, c'est sûr, si les étudiants sont boursiers ou non, s'ils travaillent ou non. Donc on a ce genre d'informations-là. Pour l'instant, on ne les a pas encore exploitées parce que on est en train de discuter justement avec nos responsables de SIL pour vraiment faire ça proprement et dans les règles. Et on ne sait pas, dans l'écriture du projet, on ne s'est pas engagé à les exploiter. Hein. Donc c'est une sorte de bonus au projet. Mais on se rend compte, et typiquement ce que je te racontais pour le genre et pour l'accès au doctorat, que ces informations générales complémentaires peuvent aussi mettre le doigt sur des phénomènes de fond très importants auxquels il faut porter une attention particulière. Euh, et les data dans les projets de pédagogie, est-ce que c'est une lame de fond? Il y a beaucoup de startups qui se montent sur le domaine depuis plusieurs années maintenant, donc ça c'est pas nouveau. Ce qui est en train de changer par contre, c'est que cette fois-ci, en tout cas c'est ma perception, hein, c'est que les universités elles-mêmes s'emparent de cette question-là. Avant c'était plutôt une start-up qui montait un projet numérique qui allait après essayer de vendre ses services à des écoles d'ingénieurs ou à des universités. Maintenant, les universités en interne sont en train, à mon sens, de faire cette transition-là. Et par exemple, il y a une dizaine de jours, on était en discussion avec la direction des services informatiques de Rennes 1. On est en train de changer toute l'architecture de la façon dont les données sont récupérées sur les étudiants, que ce soit leurs notes ou enfin, ce dont on parlait avant, et d'avoir une façon simple d'accéder aux informations d'un étudiant et pour pouvoir éventuellement les analyser ou pouvoir en tirer des tendances globales. Donc là, le travail de recoupement des données qui sont pour l'instant morcelées, comme je vous le disais, il est fait par l'ingénieur projet, ce qui est un travail intéressant, mais, mais pas forcément un peu réparatif au bout d'un moment quand même, et, et qu'il n'est pas possible de passer à l'échelle simplement. Donc du coup, il y a des solutions beaucoup plus globales qui sont en train de se mettre en place. Et je sais qu'en France, l'Université de Lorraine se pose des questions similaires. En tout cas, sont en train de réfléchir aussi à une architecture très similaire. Ce qui reste encore à inventer, c'est l'articulation avec la recherche. C'est-à-dire que les services informatiques n'ont pas vocation à faire l'analyse de données derrière. Je pense qu'ils ont déjà beaucoup de choses à gérer au quotidien. Donc comment les laboratoires de recherche et les formations peuvent aussi s'emparer de ces questions-là, ça c'est encore des choses à inventer. Mais il y a beaucoup d'universités qui déjà sont en train d'aller dans cette direction-là. Euh, voilà. Ok, Et il y on a... va peut-être Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr, reprendre un petit pardon. peu le fil, effectivement, parce que je vois Bien sûr. je vois l'horloge qui tourne et puis Ah oui, je c'est veux vrai, pas pardon. qu'on soit Bien sûr. coincé. De toute façon, ça va aller assez vite. Hein. Sur la dissémination, donc, parce que j'ai déjà parlé de pas mal de choses, aux étudiants, évidemment, on va leur raconter un peu ce qu'il y a dans ces études-là et les faire participer eux-mêmes à l'analyse de données, ce qui est aussi assez nouveau. On a prévu des formations pour les enseignants de statistique, c'est-à-dire si des gens veulent mettre dans leur cours comme exemple la corrélation sur les notes par exemple, et ben on est en train de préparer des supports de formation pour que tout soit prêt à être employé assez rapidement. Et des formations qui sont pas pour des enseignants qui ne sont pas non plus experts en statistique, mais qui interviennent auprès d'étudiants et qui ont envie de pouvoir en L1 aller voir un étudiant et lui dire, tu sais, pour ton profil, pour ton projet professionnel, il faut savoir qu'on a une étude RN1 qui montre que voilà sur les dernières années ce qui s'est passé. Et ça, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'analyse de données. Donc on est aussi en train de monter des formations accessibles à tous pour que chacun puisse comprendre un petit peu les enjeux de ces projets-là. Et enfin, et c'est aussi un aspect important, des formations pour les responsables de formation ou les responsables de composantes. C'est-à-dire que est-ce qu'on ne peut pas aussi, par cet nouvel éclairage-là, en complément des autres, bien sûr, informations qu'on a sur l'université, piloter en partie les nouvelles maquettes, par exemple, ou réfléchir, détecter des secteurs qui sont émergents en termes d'insertion pour nos étudiants, des choses qu'on ne soupçonnait pas. Donc on a aussi un aspect stratégique par la data, donc pas juste au quotidien sur les étudiants, mais aussi de pilotage à moyen terme. Et donc là aussi, on est en train de monter des formations pour comprendre ces enjeux-là. Euh, donc du coup, ça on en a déjà aussi beaucoup parlé, hein, qui sont les différents publics. Ce qui est important de retenir, je pense que c'est la slide suivante, donc
c'est la slide suivante, c'est qu'en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de réfléchir à comment ce projet MOCA, qui concerne donc ces différentes populations ici, s'insère dans l'établissement et s'insère même plus généralement dans un contexte local, régional, voire national. C'est-à-dire que, et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui est, en tout cas par expérience, que je trouve assez important, pour qu'un projet avec une histoire, disons, alors, je trouve le mot un peu galvaudé, mais disons une innovation pédagogique, mais en tout cas un projet un petit peu différent de ce qui se fait d'habitude, pour que ce genre de projet-là puisse marcher, passer à l'échelle et perdurer, je pense qu'il y a plusieurs règles importantes à bien prendre en compte, et notamment, encore une fois, comment ce projet s'insère dans son environnement et comment ce projet est au service de son environnement. Et donc simplement, si on regarde juste les cas de population qu'il y a ici, euh, je voulais absolument un projet où toutes ces populations-là, simultanément, gagnent à participer au projet. Et donc les étudiants, on comprend bien parce qu'ils vont gagner en visibilité sur leur parcours et sur leur futur grâce à l'éclairage par les données. Les enseignants, s'ils enseignent les statistiques, ils ont de nouveaux exemples. S'ils font de la formation ou s'ils interviennent auprès des étudiants, ils ont aussi une visibilité plus forte sur les débouchés. Les responsables de formation, on comprend bien aussi pour piloter leur formation. Et les enseignants, plus généralement du secondaire par exemple, ils voient aussi leur intérêt. Et en plus, chacune de ces populations-là contribue à sa façon. Les étudiants vont contribuer à l'analyse des données, les enseignants également, les responsables de formation vont donner d'autres sources de données. Donc on a vraiment une interaction, chacun est à la fois contributeur et en même temps aussi directement intéressé par les résultats du projet. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Et au niveau local, alors je vais aussi assez vite là-dessus pour qu'on ait le temps un peu peut-être d'échanger encore à la fin, on a différents projets dans l'université qui tournent autour de ces idées-là. On a un projet, un PIA2 sur l'innovation pédagogique, donc le projet d'une désir. Je vais utiliser le pointeur laser, on va en profiter, d'une désir ici, où une petite partie du projet est dédiée au montage d'un data tank, donc un endroit où on discute de données sur l'éducation. Et donc évidemment, ce projet MOCA nourrit cet aspect-là, qui existait en amont, mais va le nourrir évidemment. On a eu aussi un financement de nouveau cursus universitaire. Et là, cette fois-ci, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on peut former plus généralement à l'analyse de données des gens qui ne sont pas spécialistes. Donc c'est un défi qu'on a relevé. Oui, pardon, PIA, merci pour l'acronyme. C'est un défi qu'on a relevé au niveau de la biologie. Comment former des gens à l'analyse de données alors qu'ils ne sont pas spécialistes. Et c'est le défi aussi qu'on se lance dans le projet MOCA, puisqu'on veut former des étudiants et des enseignants qui ne sont pas spécialistes à comprendre les enjeux de ces choses-là. Et donc, on se dit que si on le fait pour les étudiants et pour la biologie, est-ce qu'on ne peut pas le faire pour toutes les disciplines? Donc ça, c'est aussi un projet qu'on a dans l'université. Et enfin, mentionner juste quelques initiatives individuelles. Notamment, on a un collègue de Rennes 2 qui a fait quelque chose que je trouve vraiment remarquable, où ce qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré les interactions des étudiants sur le Moodle, donc sur la plateforme numérique de l'université. Il a regardé combien de fois chaque étudiant allait cliquer sur les différents supports de cours. Et il arrive, en regardant ces interactions-là, à prédire avec une qualité tout à fait remarquable si l'étudiant va se présenter ou pas à l'examen et dans une certaine mesure s'il va réussir l'examen. Donc c'est-à-dire qu'on a aussi des données micro quelque part sur l'interaction d'un étudiant dans le sein d'un cours. Et là aussi on a des choses, des comportements qui ont l'air d'être assez stéréotypés, disons, qui peuvent prédire au moins en partie le succès des étudiants à la matière. Donc si on couple des approches un peu Et là, globales, oui bien sûr, oui, excuse-moi Yann, bien sûr, je t'en prie. c'est un travail qui a été fait sur des Non, cohortes, on va dire, non, significatives et qui permettent, on va dire, non. non, Là c'est c'est très Là, expérimental, donc. exactement. Là, on est sur une petite centaine d'étudiants. D'accord. Alors après, évidemment, il y a des méthodes pour s'assurer que l'analyse n'est pas biaisée par un trop petit nombre d'étudiants. Donc, on fait de la validation croisée, on fait on fait des choses qui existent déjà un petit peu. Mais c'est plus un pointeur qui dit que dans ce genre d'approche-là, dans ce genre de direction-là, il y a des choses à explorer. Et à mon avis, l'enjeu des universités très bientôt, c'est de coupler des analyses un peu macroscopiques sur comment l'étudiant a un parcours d'une année sur l'autre et s'en sert derrière, avec des données plus micro, qu'est-ce qui se passe dans un cours et comment l'étudiant utilise les ressources d'un cours. Et si on arrive à coupler les deux aspects, je pense qu'on peut réussir à mettre le doigt sur des mécanismes qu'on n'avait simplement pas vu venir et qu'on ne comprenait pas. Et on peut imaginer que les étudiants aussi, la façon d'interagir avec les ressources change avec les générations. Et donc il y a des choses qu'on va devoir réapprendre continuellement. Donc je pense que ce genre de données-là va nous apprendre aussi à mieux comprendre ce genre de phénomène. Euh, alors sur le Moodle, pour l'instant, ce que la personne a fait, c'est quelque chose de très
manuel, hein, c'est-à-dire qu'il a récupéré les traces des étudiants, les logs de tous les étudiants et sur ce sur quoi ils ont cliqué. Et il a écrit quelques scripts qui créent des tableaux de données un peu structurés avec ça. Et puis après, l'analyse se fait assez facilement. Et dans ce dont je parlais tout à l'heure sur les projets à venir, dans les projets à venir de l'université, il s'appelle Yvonique Noël à Rennes 2. Je vais écrire son nom. Et dans une des raisons pour lesquelles on essaie de structurer les services informatiques, c'est pour que justement tous les enseignants puissent faire ça facilement et n'aient pas besoin de tout cliquer à la main et de tout faire ça une fois sur un cours et pour pouvoir justement passer à l'échelle sur plusieurs cohortes. Mais ça paraît tout à fait raisonnable dans les solutions techniques disponibles à l'heure actuelle. Euh, la petite image qu'est là, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, cette histoire de mise en réseau et j'espère que je vous avoir convaincu, hein, qu'à mon avis, pour qu'un projet marche, faut pas que ce soit un projet dans une classe isolée, même si ça marche très bien dans cette classe-là. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui irrigue tout le périmètre et tous les acteurs concernés par ce projet-là. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé de mettre au cœur du projet MOCA, avec encore une fois les différentes populations qu'on mentionnait tout à l'heure, et que chacun puisse trouver des formations adaptées à leurs besoins et contribuer également au projet. Je pense qu'à la fois être intéressé et contributeur du projet, je pense que c'est ça qui fait que ça marche bien, et c'est aussi comme ça que, enfin, en général, les cours marchent bien aussi. Si les étudiants peuvent contribuer d'une façon ou d'une autre, on a souvent des belles surprises. Et pour conclure, on a déjà un petit peu parlé des enjeux éthiques, et si j'ai un mot peut-être à dire dessus, c'est simplement que la direction des data, des big data, que ce soit dans l'éducation ou dans d'autres domaines, le virage est en train d'être pris. Et donc, du coup, pour moi, on a aussi, en se positionnant assez tôt dessus, on a aussi l'occasion de, modestement, donner un bon exemple. C'est-à-dire que, typiquement, par exemple, on parlait de consentement des étudiants tout à l'heure. Par exemple, pour moi, il serait très important, quand on écrira le consentement, de dire qu'on utilisera vos données pour vous transmettre de l'information, etc., etc., et de spécifier explicitement que les données ne seront jamais utilisées pour se substituer à la décision de l'étudiant. D'accord? Parce qu'évidemment, on a toute la tentation de, si on a un algorithme qui prédit un taux de succès d'un étudiant à un master, par exemple, la tentation est grande pour un responsable de formation de faire tourner l'algorithme et de choisir ceux qui ont un taux de succès de plus de 70% statistiquement. D'accord? Et évidemment, pour nous, c'est pas comme ça qu'il faut l'utiliser, et c'est aussi le sens des formations pour les responsables de formation, pour expliquer ce que les statistiques peuvent dire, ce qu'elles ne peuvent pas dire, et pour évidemment aussi les sensibiliser à ces enjeux éthiques. Et simplement en prenant des garde-fous bien pensés dans le consentement, par exemple, un étudiant qui a signé un consentement pour dire que ces données sont utilisées pour l'informer et pas pour décider à sa place, peut se retourner contre un responsable de formation qui l'aurait exploité de manière erronée. Donc je pense qu'on a beaucoup de questions comme ça qui peuvent paraître des détails par rapport à l'ampleur du travail, mais qui à mon avis sont très importantes pour que le point de départ aille dans la bonne direction, sachant qu'encore une fois, à mon avis, tout ça va passer à l'échelle très rapidement. Juste un point de remarque, entre les données de l'analyse et la dissémination, pour moi, les parties les plus complexes et les plus délicates sont cette partie de relevé de données, de structuration, et la partie dissémination pour la raison que je viens d'évoquer, pour les raisons que je viens d'évoquer. En fait, la partie analyse, elle n'est pas très compliquée. Il y a plein de packages de logiciels libres qui font ça très très bien. Et honnêtement, en quelques heures de formation, on sait faire à peu près tout ce qu'on veut faire sur les analyses de données, en tout cas pour les données d'éducation, dans un premier jet. Mettre les données ensemble de manière bien structurée et exploitable, et ensuite expliquer les résultats aux différentes populations sans qu'il y ait d'incompréhension, là, il y a d'expertise, et là, c'est difficile, à mon avis. Le passage à l'échelle, évidemment, derrière est une vraie question. Le passage à l'échelle horizontale, comment est-ce qu'on passe à plus d'UFR et plus d'universités, et vertical, comment est-ce qu'on inclut le secondaire, comment est-ce qu'on inclut les organismes, comme on en parlait tout à l'heure, de formation professionnelle ou de recherche d'emploi dans ces structures-là. Ça, ce sont des vraies questions qu'on n'aura certainement pas le temps d'aborder dans les 2 ans, mais j'espère qu'on aura au moins le temps d'y réfléchir pour lancer des discussions dessus. Et je terminerai en disant que on organise chaque année, en tout cas c'est dans le projet, d'organiser à la fin de l'année, cette année, l'année suivante, une journée de restitution sur toutes ces questions-là. On présente un peu les résultats qu'on a eu dans Rennes 1, on fait venir un intervenant extérieur pour prendre un peu de recul là-dessus. Et donc si jamais vous êtes intéressé par une découverte de la ville de Rennes et de venir à ces journées de restitution, vous êtes évidemment les bienvenus, et je serai ravi de vous tenir au courant de tout cela. Voilà, je vais m'arrêter là, et peut-être la slide la plus importante, vous remercier pour votre attention.
Super. Ah oui, Alors la date n'est pas encore oui, donc fixée, ce Christophe, sera en la décembre. date n'est pas fixée. Quelle période? Décembre prochain. Décembre Décembre, a prochain. priori. Ok. Voilà. Ok. Oh, mais à Rennes, même en Après décembre, il les fait bon. examens. Non, il fait jamais trop froid. Ouais, il fait jamais trop froid. Puis au de la soif, il fait toujours chaud, donc ça vient. Exactement. Bah merci. Alors en plus, on est parfaitement calé en termes Merci à en vous. termes de timing. C'était vraiment très intéressant. Je sais pas si on a peut-être on a le temps quand même de prendre une ou deux questions. Est-ce que parmi vous, il y a des points, il y a des choses qui font écho? Peut-être vous aimeriez peut-être aussi faire part de travaux, vous, mais Oui, n'hésitez pas, hein. très C'est-à-dire qu'il y intéressant. a, pour nous, vous avez compris qu'il y a encore beaucoup de questions ouvertes aussi de notre côté. Et donc, du coup, encore une fois, toutes les réflexions sont évidemment bonnes à prendre. Et idéalement, tout ce qu'on met en place comme procédure, comme analyse, on serait ravi de le distribuer. Si c'est pas pour de la prédiction, je pense que ne serait-ce que, encore une fois, juste pour l'aspect de faire poser les bonnes questions. C'est-à-dire que simplement en se demandant quels sont les bons observables pour décrire un étudiant et quel est l'observable de sortie, même sans faire l'analyse, nous on part du postulat qu'on a pris les notes et l'insertion pour faire un peu caricatural. Pour moi, rien que de lancer le débat sur est-ce qu'un étudiant c'est juste ses notes et est-ce qu'un étudiant qui a du succès c'est juste un étudiant qui a un travail, je pense qu'on déjà on lance des questions de fond qui, même indépendamment des statistiques, sont des questions intéressantes. Donc voilà, même sans prédiction, je pense qu'on est déjà en train de créer du changement avec ça. Tu m'avais parlé, quand on a échangé en préparant Mm. cette Ouais. conférence, Mm. aussi d'un travail qui pourrait être fait au niveau de l'analyse de la pertinence des innovations pédagogiques, Mhm. et notamment d'un un parallèle que tu avais, toi, si j'ai bien compris, personnellement Mhm. fait de par ta formation Mhm. initiale, avec Mhm. les écosystèmes biologiques et les Ouais. écosystèmes éducatifs. Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement, on va dire, déconnecté, on va dire, de ce travail du projet MOCA, ou est-ce qu'on peut y faire un lien? Non, non, c'est vraiment dans la ligne dans la même ligne de pensée. En fait, ce dont on avait discuté un petit peu, c'est que de formation, moi, je me suis beaucoup intéressé aux réseaux en biologie et comment les réseaux en biologie évoluent. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'un réseau, un écosystème est stable? Qu'est-ce qui fait qu'il est flexible? Qu'est-ce qui fait qu'il va être un succès ou pas? Et donc, les différentes remarques que l'on a fait sur comment un projet s'insère dans un réseau, en fait, il y a beaucoup d'idées derrière qui viennent de choses qui ont été montrées sur les réseaux biologiques et sur ce qui fait leur robustesse et leur adaptabilité aussi en même temps. Et donc, je pense que toutes ces questions-là, en fait, ces idées-là, au moins une partie, peuvent se réadapter à comment une innovation s'insère dans un paysage éducatif notamment et même dans l'enseignement, c'est-à-dire que dans toutes les questions enfin, dans le cadre de ce que c'est que l'évolution en biologie, on peut transposer beaucoup de choses à l'éducation, parce que finalement, il y a beaucoup de phénomènes évolutifs. Enfin, pour caricaturer un petit peu, hein, on a de la variabilité qui vient aléatoirement par des mutations, et ensuite l'environnement opère une forme de sélection parce que il y a des caractéristiques qui apparaissent par hasard, mais qui sont plus en adéquation avec l'environnement. On ne sait pas comment elles vont arriver, lesquelles vont arriver, mais en moyenne, on a comme ça cette variabilité sélection. Et en éducation, si, à mon avis, si on veut pouvoir permettre aux étudiants d'être innovants, il faut réussir à créer des cadres de liberté un peu comme ça, où on permet à une certaine forme de variabilité d'émerger. Les étudiants vont pouvoir proposer des projets un peu différents, et ensuite créer le cadre de cours qui fait que les meilleurs projets, les plus en adéquation avec leur formation, vont naturellement émerger, naturellement être sélectionnés. Et quand je dis sélectionner, c'est pas au sens primé, hein, mais c'est au sens recueillir l'adhésion des étudiants et créer une dynamique de groupe. Et donc on est vraiment la même chose dans le projet MOCA. Quelque part, on change la façon dont l'université se perçoit un petit peu, et ce faisant, on va faire émerger de nouveaux comportements, pas forcément ceux attendus, mais je suis à peu près certain qu'on va faire émerger pardon, des comportements intéressants. Ok, super Voilà. intéressant. Merci, Bien, bah, je vois on n'a pas très bien. enfin, de nouvelles questions dans le chat. Je me tourne vers Christophe, un petit mot de conclusion ou d'autres interrogations.
Bah, écoute, il nous reste à te remercier de ta disponibilité. Je sais que voilà, c'est toujours un petit peu difficile d'arriver à te capter. Et puis, bah, je pense qu'il y aura peut-être un certain nombre d'entre nous qui seront peut-être là à Rennes, au moins un pour pouvoir nous faire une remontée au sein de Communétique. Ça serait une bonne initiative, voilà, avec plaisir. D'avoir un retour aussi sur vos travaux suite à cette journée que vous allez y consacrer. Et puis, avec plaisir. Okay. Eh ben voilà. Merci beaucoup pour donc cet intermède 13-14. Merci à tous pour votre participation. Et puis alors, j'ai plus la date en tête. Peut-être que tu l'as, Christophe, sur notre prochain webinaire. Il y en a un au mois de juin qui est prévu. Sur plutôt autour de la question du mobile. D'accord. Mobile learning, je crois que c'est tout. Quand je regarde ça tout de suite, c'est le jeudi 14. Voilà, donc 14. Voilà, donc rendez-vous jeudi 14 juin. Sur ce sujet, le mobile learning, il y a quelqu'un qui s'appelle Joël Chevrier qui fait des trucs assez super. Les cours de physique avec le téléphone portable, ça vaut le coup d'œil. On prend note. Où il utilise tous les capteurs de téléphone pour que les étudiants puissent en faire. C'est assez chouette comme pédagogie. Enfin bref. Bah écoutez, merci encore. Bonne fin de journée à tout le monde. Bon après-midi à tout le monde. Merci, au revoir.